bon, vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas Kaş, voilà la localisation de Kaş au sud de la Turquie, au nord-est de Chypre et en Méditerranée orientale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sera une présentation plus ou moins complète sur l'histoire, tout ce qu'il y a à faire à Kaş dans les régions, botanique, plongée, balade, etc. Et bien sûr, je vais commencer par un petit résumé de qui je suis, parce qu'on m'a dit qu'il fallait quand même que je me présente. Voilà, donc je suis moniteur de plongée, je suis un photographe de sous-marin, pas vraiment professionnel pour l'art, mais passionné surtout de la biologie sous-marine. Et je suis directeur de plongée, de dragoman de plongée outdoor à Kaş, Turquie. Une nationalité turque et française, donc marié, 2 enfants. Et mon français vient du lycée Saint-Joseph, un des 6 lycées saints à Istanbul. Et puis, donc c'est ça qui m'a amené à partir à Toulouse, à l'INSA de Toulouse, pour devenir ingénieur en génie mécanique. Et puis, j'ai continué vers les États-Unis pour faire un master. Puis, je me suis trouvé à faire une thèse en génie industriel. Et je suis rentré prof à l'université de Boğaziçi à Istanbul, au département du génie industriel, où je suis resté une dizaine d'années. Par contre, l'appel du bleu m'a toujours tiré vers le sud et donc j'ai arrêté l'université en 2001 et depuis je suis vraiment dans la plongée professionnelle mais récréationnelle. Donc j'ai démarré avec un centre de plongée à Bodrum, une dizaine d'années, puis j'aime plus tellement Bodrum, il y a vraiment beaucoup trop de monde là-bas et j'ai démarré un autre centre avec des copains d'une association de recherche en plongée à Kaş. Donc, comme je crois vivement à la transmission par écrit, avec l'université, mes études universitaires, je suis aussi auteur de 2 livres sur la vie sous-marine à Kaş. On en reparlera dans la suite. Voilà, donc ça va à peu près durer 45 minutes. Et on va essayer... Je suis pas sûr de pouvoir durer jusqu'au bout. Ok, donc si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un cadeau. Et, c'est surtout et puis bien sûr, sinon, on donnera le cadeau. C'est une histoire de batterie surtout. Voilà, au salon, on donnera au salon de la plongée. Oui, et bien sûr. Donc, comme je dis, je vais enregistrer et je vais comme je suis à continuer quand même l'extérieur, jusqu'à la côté fin. batterie, je pense que je vais pas tenir jusqu'au bout. Mais bon. Voilà, si vous avez des questions, notez s'il vous plaît dans les commentaires et je répondrai à la fin. Comme ça, ça va être plus facile. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc, on va parler un peu de l'histoire de la géographie de la région, de Kaş, et on va appeler ça la Lycie, vous allez voir. Kaş et Kekova, des sites très intéressants dans cette région. On verra les activités qu'on peut faire dans la région, à part la plongée. Et on va parler un tout petit peu de notre aire marine protégée, qui est vraiment le centre de notre attention, de nos suivis à Kaş. Et surtout, je vais terminer en faisant une zoom sur les espaces marines provenant de la mer Rouge, qui est la spécialité de cette région orientale de la Méditerranée. Très rapidement, l'histoire de la Lycie. Donc, cette région s'appelle la Lycie antique. Et il y a depuis 3000 avant Jésus-Christ, donc depuis 5000 ans, cette région est habitée et ça nous présente une histoire très riche. Et très souvent, vous avez des références à la mythologie que vous connaissez avec les histoires de Zéus qui séduit des nymphes ou des demi-dieux, demi-déesses et qui a des enfants. Donc dans la Lycie aussi, il y a une histoire comme ça avec une déesse que Zéus avait séduite, qui s'appelle Leto, et qui a été faire accoucher de ses 2 enfants, Apollon et Artémis, sur l'île de Délos, mais qui a été obligé de fuir Délos à cause de la furie de Héra, la femme de Zéus, qui doit s'occuper de tous ses amours, bien sûr. Et donc, elle vient en Lycie, et Lycie, il y en a plein qui disent que ça vient du mot Lycos, qui veut dire aussi lumière, le pays de la lumière, mais une autre histoire dit que ça vient des loups qui ont guidé Leto vers cette source
divine où elle a caché ses enfants. Et l'histoire dit aussi que comme les paysans avaient peur de Héra, qui ne voulait pas qu'elle reste là, elle les a transformés en grenouilles. C'est une petite partie de la mythologie. Mais vous avez sûrement entendu parler de Bellérophon. Voilà, j'ai mis un tableau du musée de Bayonne, Bellérophon qui tue la chimère, qui est un monstre qui crache de la lumière, etc. Et donc, ça fait partie de ces histoires lyciennes. C'est un héros de la Lycie. Et surtout, vous avez surtout entendu parler de Troie, de la guerre de Troie, où les peuplades anatoliens, dont les Lyciens, ont allé aider contre les Grecs pour défendre la cité. Et le héros Sarpédon qui a été mis à mort par le neveu de Achille qui s'est fait après tuer par Hector, etc. Bon, bref, depuis donc 5000, on entend parler de cette population qui s'appelle Louvi, Luca, pendant l'âge de bronze, et on voit que les Lyciens ont été les amis, les alliés des Hittites qui dominaient l'Anatolie à cette époque-là contre Ramsès II, le pharaon d'Égypte, pendant une guerre, puis donc l'alliance avec Troie. Donc, ils sont présents dans cette région depuis 3000. Il y a des peuples dans cette région, des marins qui ont aidé ces alliés. Tout de suite, il y a eu l'invasion perse qui a occupé toute l'Anatolie. Et bien sûr, ils ont été obligés d'aller avec les Perses se battre contre les Grecs qui les ont battus à Marathon, qui les ont refoulés. Et puis Alexandre le Grand qui suit avec l'invasion hellénistique. Et puis l'Empire romain. Et puis byzantin, etc. Mais ce qui est très important dans l'histoire de la Confédération lycienne, il vaut la peine d'en parler, c'est la Confédération lycienne qu'ils ont démarré en l'an 176 avant Jésus, où c'était vraiment une démocratie de cités, c'est-à-dire qu'il y avait des cités qui avaient 6 votes, enfin non, il y avait 6 cités qui avaient 3 votes, il y avait des cités qui avaient 2 votes, il y avait des cités qui avaient 1 vote, et il y avait des cités qui n'étaient pas assez grandes, donc qui se mettaient ensemble pour avoir un vote. Mais c'était un parlement de citoyens, et pas comme la démocratie à Athènes, où c'était une ville, les habitants nobles d'une seule ville et qui géraient la ville, mais c'était des villes qui se mettaient en confédération. Donc, cette confédération a été sujet d'éloge par Montesquieu dans son livre L'Esprit des lois, et puis même dans la Constitution des États-Unis, ça a été pris comme exemple de base quand ça a été écrit. Donc, la chose la plus importante pour moi dans l'histoire de la Lycie, c'est cet esprit de confédération de cités qui décidaient ensemble pour vivre ensemble contre les ennemis, pour les amis, pour le commerce ensemble, etc. Et bien sûr, ils payaient des taxes à tous ces grands empires qui les envahissaient et survivaient avec eux. L'invasion arabe dans les 700 fait beaucoup de mal dans surtout ces cités. Puis sont arrivés les Turcs dans les années 1070 se battre contre les Byzantins. Et avant l'Empire ottoman qui s'est emparé de cette région, avant Constantinople, il y avait un petit sultanat, un petit beylika, ils appellent ça, gouverné par un bey local, et ça s'appelait beylika de Teke. C'est pour ça que cette région, cette péninsule a été appelée la péninsule de Teke. Et moi, personnellement, dans ma très vieille famille, j'ai le nom Teke. Après, j'ai le nom de Draman à cause de ma famille qui s'est installée à Drama, en Grèce, qui est revenue en Turquie, mais mon ancienne famille est de Teke. Donc, c'est en fait mon pays qui m'a rappelé, quoi. Sans que je le sache, je l'ai découvert quand j'étais là. Voilà, donc bien sûr, après la République turque. Dans cette région, vous allez voir qu'il y a une multitude de sites antiques. Je ne vais pas parler de tous, mais je veux dire juste qu'il y a un sentier lycien créé et documenté par une Anglaise qui s'appelle Kate Clow, un sentier qui va du point le plus à l'est, Fêtier, jusqu'à presque Antalya. Et sur tout le littoral, on peut faire une balade pendant 2-3 semaines à pied pour aller d'un bout à l'autre de cette péninsule de Teke à visiter à tous ces sites anciens, dont Cache, qui s'appelait Antiphélos à l'époque, le port de Phélos, qui était un peu plus dans la colline.
Je vais juste vous parler rapidement de Patara qui a été là, qui est rénovée maintenant, qui est reconstruite ça a été la capitale, la deuxième capitale de la Lycie pendant l'époque byzantine et romaine. Et donc, ça a été là où il y avait le Sénat en question de cette confédération lycienne. Xanthos, par contre, c'est un site très, très joli, très ancien, qui a été étudié par des archéologues français. Par contre, il a une triste histoire. Au moment de l'invasion perse, ils se battaient contre les Perses devant la ville qui voulait bien sûr franchir les murailles de la ville. Et comme les hommes sont sortis pour une dernière sortie et que les habitants ont vu qu'ils se faisaient tuer, il y a eu un triste suicide collectif de toute la ville en mettant le feu à la ville. Et ils ont préféré mourir que de rendre leur cité et se rendre aux Perses. Et la même histoire s'est répétée malheureusement encore une fois avec l'invasion romaine quand le commandant Brutus est venu envahir la région avec son armée. La même chose arriva, c'est-à-dire qu'ils se sont battus, ils sont sortis de la ville, ils ont préféré fermer les portes et rebrûler la ville au lieu de se rendre. Et les livres disent même que Brutus en a pleuré. Donc vraiment très, très chargé en histoire. Et qu'est-ce qu'on peut voir, nous, quand on visite la région? C'est tous ces villes antiques, Patara, Xanthos, dont je vous parlais. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on voit en général dans cette région, c'est les tombeaux romains, les tombeaux lyciens. 3 sortes de tombeaux lyciens, parce que les lyciens croyaient en la vie après la mort. Et en fonction de leur richesse, ils bâtissaient plus ou moins un monument important avant leur mort. Donc, les héros, les dirigeants se faisaient un monument au centre de la ville qui imitait exactement une maison de bois de cèdre, un bois de maison lycien, avec 4 murs, etc., avec la chambre funèbre à l'intérieur. Sinon, sur des flancs rocheux, il y avait des chambres creusées très bien ornées à l'extérieur, deuxième variété, et surtout, une troisième variété qu'on trouve un peu partout, les sarcophages des Lyciens, dont la partie haute représente un bateau renversé, parce que les Lyciens étaient des marins et c'était donc pour voyager dans l'au-delà, sur la mer, de l'autre côté. À Cache, il y a le monument, bien sûr, de Cache, qui est un grand sarcophage d'un riche marchand sur lequel il y a plusieurs inscriptions avec plusieurs langues, dont une très vieille inscription, mais pas lycienne, avant les Lyciens, par les Louvis. Et qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Voilà un exemple de la monnaie d'époque qui représente le soleil lycien, qui est le Triskeles, qui représente un mouvement éternel, et le soleil lycien. Alicanda, un site très joli dans les montagnes. Myra, de l'époque byzantine, avec son théâtre et tous ces statues qui sont restés intactes. Vous avez sûrement entendu parler de Demré avec l'église Saint-Nicolas, qui est le Papa Noël, qui est l'origine du Papa Noël, de l'histoire de Papa Noël de notre époque. Et bien sûr, il n'était pas habillé en rouge et blanc. Ça, c'est une publicité Coca-Cola qui nous a donné ça. Mais il était le saint patron de cette église, le saint patron des marins. Il y a une croix en forme d'encre dans cette église très ancienne. Donc, c'est un lieu de culte, surtout pour les orthodoxes russes qui viennent à cet endroit. Un autre lieu de culte dans les montagnes, des Alaouites et Turcs, c'est Abd al-Moussa. Donc, il y a vraiment un mélange de culture et de civilisation qui se manifeste sur ces 5000 ans d'histoire dans cette région. Voilà, des choses à voir. Donc, il n'y a pas que les activités sportives, il y a beaucoup de culture. Et regardant un peu... C'est quoi la longueur du chemin lycien là, entre Figuier et puis... Donc, ça démarre à Fétier et ça se termine vers Kémer, toute cette zone. Donc, ça peut se faire, disons, en 2-3 semaines à pied. Et ça fait 20 km, ça fait 200 km? Je te donnerai le nombre exact, mais je dirais que ça fait bien à peu près 200-250 km. Ah ouais, voilà. Ouais, ça me va, ça me Donc, va. tout ce
toute cette géographie, c'est en fait les montagnes Taurus qui sont assez hautes, avec plein de petites vallées qui coupent vers la mer. Et donc, c'était très difficile d'avoir un chemin, une route littorale qui parcourait la côte. Cette route a été construite dans les années 70. Et moi, je me souviens très bien quand je venais à Cache pour la première fois avec ma voiture, on s'arrêtait, on attendait qu'il dynamite la route, qu'il élargisse, qu'on puisse passer. Il y a 2 aéroports à Dalaman et à Fethiye, donc 3 heures jusqu'à Cache à partir d'Antalya et 2 heures de Dalaman jusqu'à Cache en voiture. Et toute cette zone de montagnes, de vallées, de petits lacs, etc., et tout ça, bien sûr, parsemé de sites antiques un peu partout, sur le littoral et à l'intérieur, vous avez vraiment beaucoup de choses à visiter. Si jamais vous venez avec une famille, avec une voiture, etc., il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de culture à l'intérieur de la vie paysanne, de la vie ottomane à Elmalı. Donc, traditionnellement, les Turcs, quand ils sont arrivés, ils sont restés sur les hauteurs à faire de l'agriculture et à bâtir leurs troupeaux. C'était des nomades. Au début, ils se sont installés progressivement vers la côte. Et sur la côte, il y avait les Roums, c'est-à-dire les Romains, les Byzantins, les Grecs, qui s'occupaient surtout de la pêche. Et donc maintenant, bien sûr, tout ça, c'est un peu terminé, c'est du tourisme. Mais ce développement, avec beaucoup de retard, a donné à Cache la chance d'être un centre de tourisme alternatif, de tourisme durable, au lieu de Confettier et Antalya avec ces grands hôtels ouverts au tourisme de masse. Donc c'est pour ça qu'à Cache, on a toutes ces activités en pleine nature. Voilà Cache, panorama vu d'en haut, une petite ville méditerranéenne avec une marina qui est là depuis une douzaine d'années, une péninsule juste devant qui protège bien des vents dominants. Tout ça, donc il y a des spots de plongée aussi, vous allez voir, sur la péninsule, le vieux port de pêcheurs de Cache, un petit port au sud où les bateaux ancrent protégés de tous les vents, et en face, une île grecque, Castellorizo ou Meis. Bon, malheureusement, à cause du Covid maintenant, le ferry ne marche pas, mais je pense qu'à partir du 1er juillet, on aura encore des possibilités de visite d'une île grecque, de voir nos amis grecs en face. Donc, jolie petite ville qui se développe bien sûr de plus en plus, mais pour nous, un petit joyau de la Méditerranée. La ville elle-même, voilà un petit port de pêche où tout se fait à pied. Les hôtels sont au niveau de l'eau ici. Il faut toujours grimper un peu parce qu'il n'y a pas de plage dans cette région. Il n'y a que des petites plages à galets. Heureusement d'ailleurs, ça n'a pas attiré le tourisme de masse. Et une petite ville. Notre magasin est au centre, ici dans une petite ville, et le bateau stationne ici, le bateau de plongée. Donc tout se fait à pied. Et à 10 minutes de pied, il y a notre amphithéâtre qui date de l'époque byzantine, qui a été rénové maintenant, qui est un peu plus sauvegardé pour les activités comme des concerts, etc. Moi, je le trouvais bien plus joli avant d'être rénové. Donc, une toute petite ville où tout se fait à pied. Et pour se reposer un tout petit peu, voilà ce qu'on a vu dans le port de Cache. Il y a dans la semaine dernière, tout ceci était la semaine dernière dans le port de Cache. Je me demande si vous savez ce que c'est. On dirait un phoque. Voilà, c'est un phoque. Quelle sorte de phoque, je ne sais pas. Un phoque. Il y a des phoques dans c'est ces le eaux phoque chaudes. méditerranéenne, une espèce sous protection. Doit en avoir 200 sur toutes les côtes turques et à peu près 400-500 sur toute la Méditerranée. Une espèce protégée de près. Donc, il y a des grottes autour de Cache où les femelles résident et nourrissent leurs bébés et les mâles se baladent. C'est pour ça qu'on l'appelle un phoque moine. Et ces grottes, bien sûr, sont protégées, interdites d'accès et interdites à la plongée, heureusement. Parce qu'il faut les laisser tranquilles, il n'y en a plus tellement. Voilà, ça c'est le mascotte du port de Cache. C'est une petite femelle d'1 an et demi qui est là depuis 10 jours. Voilà.
Si on va maintenant un peu plus à l'est, il y a Kekova, qui est connu pour sa cité engloutie. Donc, vous voyez bien que c'est dans cette géographie, on dirait qu'il y a une zone de faille. C'est là qu'il y a eu en fait d'énormes tremblements de terre dans les années 600 après Jésus et 1100 après Jésus, qui a été la fin de ces villes, malheureusement, de l'activité de ces villes. En fait, ici, il y avait un grand port à Kekova, qui était le dernier arrêt des pèlerins sur le continent avant de partir vers Jérusalem avec le bateau. Et c'est pour ça qu'au numéro 3, ici, il y a un fort qui a été bâti par les chevaliers Saint-Jacques de Malte, pour justement protéger cette région contre les pirates. Et il y a plein de grottes dans la région qu'on appelle toujours la grotte des pirates. À part cela, il y a sur l'île, ici dans la petite baie, et même ici, dans un endroit qui s'appelle Aperlay, il y a des ruines à voir dans l'eau, au ras de l'eau, où l'on peut à Aperlay faire du snorkeling dans le port qui est directement enseveli à quelques mètres de profondeur. Mais ici, bien sûr, on ne peut pas. On peut juste passer à côté, voir tout ça de près. Et nous, on fait ça avec le kayak de mer pour faire un peu de sport, parce qu'on n'aime pas faire ça avec de grands bateaux à moteur. Les bateaux à moteur arrivent vers 10h, 11h, et nous, on est déjà sortis de ces balades avant que les bateaux arrivent. Donc, nous, on démarre nos excursions tôt dans la matinée pour faire ça en toute tranquillité. Vous voyez déjà sur cette photo en haut les vestiges sur les collines et dans l'eau, juste au ras de cette île, etc. Et numéro 2, à Aperlay, cette ville qui a été très connue dans l'Antiquité à cause de ces ateliers de fabrication du pourpre royal que seulement les nobles avaient le droit de mettre, de colorer leurs habits. C'était obtenu à partir des mollusques, des coquillages qui s'appelaient des murex, et les écraser dans des petits ateliers et en extrayer 2 petites glandes pour extraire ce couleur magnifique, le pourpre royal. Donc, ils se sont enrichis avec ça, et toute cette activité s'est terminée avec les invasions arabes et les tremblements de terre des années 600 après Jésus. Mais très beau site, surtout pour les plongeurs, c'est le dernier jour quand on ne plonge pas, il y a ça à voir en bateau ou en kayak, ou les deux ensemble avec toute la famille. Voilà les activités qu'on propose à Cache. Le kayak de mer, il n'y a pas que Kekova, c'est une région très sauvage. Vous voyez bien comment c'est. Il y a bien sûr le maquis et toute la côte qui est battue par les vagues pendant sur toute l'année. Voilà une grotte des pirates. On peut rentrer dedans avec les kayaks. C'est un sport pour tous les âges. Voilà des enfants, des lycéens, des collégiens qui le font. Donc, une activité très populaire qu'on fait à Kekova ou dans les petites baies aux alentours de Cache. Et comme vous voyez ici, on peut même mettre la voile de temps en temps quand on a le vent arrière. On peut se reposer et paraisser un peu continuer sans faire d'efforts physiques. Des randonnées pédestres dans toute la région, sur le sentier lycien, bien sûr, mais comme il fait assez chaud en été, bon, souvent nos randonnées pédestres se font sur le littoral, donc il y a plusieurs arrêts baignades, et quand on fait des sorties VTT, on le fait en montagne, dans des forêts de cèdres et de genièvre, là où il fait assez frais. On est les seuls en Turquie à faire ce qu'on appelle le co-steering, ce que vous voyez en bas, c'est de la traversée côtière, où le but c'est de bien se protéger, mais de passer comme des araignées ou marcher sur le littoral. Et quand on ne passe pas, on saute à l'eau, on se rafraîchit, on prend des forces et on regrimpe pour continuer à marcher. On fait à peu près 2 km comme ça pour mériter un petit repas de poisson à la fin de la matinée. Et bien sûr, on fait aussi de la parapente avec un partenaire qu'on connaît bien. Mais nous, on gère nos balades de VTT, de randonnée et de co-steering, bien sûr le kayak de mer. Et maintenant, il n'y a pas que des sorties de randonnée juste pour marcher.
La botanique est très intéressante dans la région, surtout si vous pouvez venir au mois de mars, début avril, parce que les montagnes sont pleines de ces orchidées sauvages. Et il y a même une orchidée qu'on appelle l'orchidée lycienne qui est endémique à la région. Et bien sûr, il y a plein de fleurs qui sont toujours possibles à voir sur les dunes de Patara ou le mimosa toujours omniprésent sur nos sentiers du littoral au début de l'été. Il y a même cet arbre que localement on appelle l'arbre que les singes ne grimpent pas. Vous voyez pourquoi. Pour ce qui est des oiseaux, il y a beaucoup de possibilités d'ornithologie avec les marécages, les zones humides qu'il y a dans la région et surtout dans les petits lacs en hauteur dans les montagnes, beaucoup de rapaces qui sont après les petits oiseaux chanteurs, migrateurs, etc. Donc beaucoup d'activités dans la région et qu'on peut visiter et marcher et savourer tout cet héritage naturel. Bien sûr, je finis avec la plongée, mon activité favorite. Je vous avais dit que donc on plongeait dans une zone d'une demi-heure à peu près pour accéder à tous ces sites qui sont près de Cache. Donc on peut normalement faire 2 sorties par jour pour faire une plongée et revenir et ressortir l'après-midi après avoir mangé à Cache, ou bien faire juste une plongée par jour si vous ne désirez pas sortir l'après-midi. Mais en ce moment, avec les contraintes de Covid, on sort une fois, on fait 2 plongées, on n'a pas la permission de donner à manger encore sur le bateau et on passe l'après-midi à nettoyer, désinfecter le bateau et les équipements pour que les gens du lendemain soient complètement protégés et nous aussi. Donc notre grand bateau où l'on peut carrément mettre 50 plongeurs avec leur boîte personnelle, sinon les universités amènent même plus de monde, et on a un petit bateau rapide semi-gonflable qui nous permet de faire des plongées spéciales pour de tout petits groupes qui veulent s'éloigner du grand bateau. Voilà, donc ça c'est la péninsule de Cache où il y a plein de sites, toujours protégés du vent de l'ouest qui est dominant ici, et les îles de Cache, l'archipel de Cache dans cette région, protégés encore du vent dominant par l'île de Castellorizo et les quelques sites lointains qui prennent le vent, mais on y va surtout le matin et quand il n'y a pas de vent. Donc, plein de sites où, mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Les gens adorent les épaves. En général, il y a des épaves antiques. Bon, il n'y a plus d'épaves antiques, mais il y a ce qui reste. Tout ce qui est en argile, une fois que le bois est parti pendant les millénaires, les amphores sont omniprésents et des encres antiques à peu près sur tous les sites. Mais il y a des sites où il y a une accumulation. Donc là où il y avait une épave, le bois est parti et le tas d'amphores est resté avec la cale pleine d'encre en métal, parce qu'il reste du métal de l'époque byzantine ou romaine, ou bien des encres vraiment en rocher, en cailloux, des époques lyciennes. On a aussi des épaves modernes, donc ce bateau marchand qui a coulé dans les limites de la plongée récréationnelle, puis cet avion qu'on a fait couler nous-mêmes, le bateau de la garde-côte qu'on a coulé à 30 mètres, et puis ce tank qu'on a trouvé dans l'eau, cadeau du gouverneur de Antalya, sans vraiment qu'on le sache. Et puis, donc, ça fait une petite fin de plongée à 14 mètres. Et on n'a plus, enfin, on ne peut pas vraiment inventer d'histoire pour ce tank, mais c'est assez intéressant pour les gens de voir ça à la fin d'une petite plongée. Mais les autres, ils ont une histoire, bien sûr. Il y a aussi une épave très profonde qui date de la Seconde Guerre mondiale, une épave d'un avion, mais au-delà des limites de la plongée récréationnelle pour les plongeurs techniques. Il y a des grottes, il y a des tunnels, il y a des murs avec beaucoup de vie coralligène. Donc, c'est des algues base de calcaire très cassants, de couleur mauve, rouge, etc. Et des petits coraux un peu partout sur ces grottes, des petits coraux boutons. Malheureusement, même malgré le réchauffement de la Méditerranée, on n'a pas encore de coraux comme en mer Rouge. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Beaucoup d'herbiers sont présents. Ça, c'est une herbier de Posidonie qui cache bien sûr plein de petits poissons et de grands, des prédateurs.
tout ceci est bien protégé et suivi dans notre aire marine protégée de Kashkekova. Les zones blanches ici que vous voyez, il y en a même, ça c'est la carte de l'année dernière, la nouvelle carte, il y a d'autres zones qui se sont ajoutées. Et il paraît même que la zone va être élargie dans quelques mois. On a des zones qui sont fermées à la pêche et c'est là vraiment qu'on plonge la plupart du temps. Donc c'est là où les poissons sont assez tranquilles. C'est là que nous, on en profite aussi. On donne bien sûr un bon briefing à tous les plongeurs pour faire gaffe à tout ce qu'il faut faire attention pendant la plongée, parce que c'est quand même une aire marine très spéciale qui souffre bien sûr du tourisme, qui souffre du réchauffement des eaux, qui souffre de ce que vous allez voir tout de suite, les conditions de la Méditerranée. Mais nous, on rappelle ça avec nos briefings et nos petits rosettes que les gens ramènent comme souvenir de cette aire marine protégée. C'est ça vraiment notre boulot, de suivre ce qui se passe ici et de bien essayer de sauvegarder ça pour les générations futures. Et plein d'espèces méditerranéennes à voir dans la région. Il y a du gros, bien sûr, il y a du barracuda, des cérioles qu'on a filmées il y a une semaine, des mérous, des badèches, etc. Il y a des poissons que vous ne voyez pas en Méditerranée occidentale, comme ce poisson perroquet. Il y a des branches que vous voyez aussi, et d'autres qui sont locaux. La tortue kawan et la tortue verte qui est en train, comme vous voyez sur cette photo, de manger notre herbier, de manger l'herbe fine dans Cymodocée. Malheureusement, il ne nous en reste pas beaucoup, mais heureusement, elles n'aiment pas tellement la Posidonie, et la Posidonie est bien vivante dans la région. Mais par contre, ce qui est très intéressant pour cette région et pour les plongeurs ici, c'est ce qu'on appelle la migration lessepsienne, qui est due aux poissons et autres espèces d'Indo-Pacifique, des zones d'Indo-Pacifique, de la mer Rouge, qui passent par le canal de Suez et qui s'installent dans la Méditerranée. Donc le canal de Suez a existé du temps des pharaons aussi, mais ça s'est fermé. Donc ça a été rebâti au début du siècle par l'architecte Ferdinand de Lesseps, d'où le mot migration lessepsienne. Donc toutes ces espèces qui passent dans la Méditerranée trouvent une mer assez pauvre de prédateurs et s'ils trouvent les bonnes conditions de vie, les populations peuvent exploser et devenir invasives et chasser les populations locales de poissons et autres. Donc c'est ça qui va se passer pour certaines espèces qu'on essaie de suivre de près et on en parlera en détail. Et malheureusement, enfin, heureusement pour le commerce mondial, mais malheureusement, maintenant, ils ont élargi et approfondi la sortie à la Méditerranée avec un deuxième canal, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'espèces qui passent sous forme, bien sûr, de poissons, d'œufs ou de plancton. Voilà, plein de poissons qui sont déjà là depuis longtemps. Les poissons lapins, il y a deux variétés qui sont connues depuis très longtemps, qui sont herbivores et qui sont en train de prendre la place de nos sopes. Le poisson flûte qui est là, sûrement que vous connaissez les poissons écureuils, les poissons hachette cachés sous les ombres des rochers. Très rare l'apagon en nage noir. L'hippocampe terne, très rare aussi, mais les autres sont un peu présents partout. Les bourses réticulées, le labre d'herbier avec sa tache caractéristique sur la joue, et le très joli gomie de Martens qui partage un trou avec sa langoustine qui protège, et la langoustine protège la maison et nettoie la maison. Le petit barracuda à queue jaune, etc. Plein de poissons déjà qui sont passés, mais on m'a surtout parlé des poissons ballons, des tétrodons, que les pêcheurs n'aiment pas du tout. Regardez cette espèce, ce spécimen de 4 kg 100 grammes qu'on a pêché il y a 3-4 jours dans le port de Cache, sorti du filet, 72 cm et 4 kg 10, avec des dents qui couperaient à travers une boîte de Coca-Cola et qui mangeraient tout ce qu'il y a dans les filets attrapés par les hameçons des pêcheurs. On en voit rarement à plonger, surtout dans les plongées de nuit, parce qu'ils sont tranquilles à ne pas bouger, mais on voit surtout ce tétrodon constellé, qui est un
le poisson ballon nain qui fait une quinzaine de centimètres, mais qui est très curieux et qui vient vraiment nous taquiner pendant nos plongées, qui nous suit dès qu'on bouge un tout petit peu le sable. Et cette photo, bien sûr, m'a fait mal au cœur de les voir attaquer même un hippocampe. Donc, ils attaqueront tout ce qui bouge. Du moment qu'ils sont plusieurs, ça va y aller. Mais c'est difficile de vivre maintenant dans cette zone quand vous êtes un crabe, un crustacé ou quelque chose, petit être avec une coquille qui se cache dans le sable. Omniprésent. Et surtout, bien sûr, le poisson-lion. Très beau poisson que nous voyons dans nos plongées. Donc, le poisson ballon, j'ai oublié de le dire, est immangeable. La chair est toxique. Et si vous le mangez, vous risquez d'être mort, d'être empoisonné par ce qu'il y a dans la chair à chaque saison. Donc, il faut éviter de manger toutes sortes de poissons ballons, mais le poisson lion, vous allez voir que c'est comestible et on va en faire un devoir de le manger. Donc, ces épines que vous avez sur le dos, il faut faire attention à ne pas être piqué. Il y a 2 épines au niveau pectoral et puis une épine devant l'anus, mais le reste, c'est surtout pour faire beau et puis pour bloquer un peu les autres petits poissons, pour les hypnotiser, pour qu'ils arrêtent de bouger. Très beaux poissons et surtout les juvéniles aussi sont très beaux, un peu différents avec des espèces de petites cornes. Je pensais que c'était une autre espèce, mais avec le temps, avec l'âge, c'est des extrémités de peau qui finissent par tomber. Très très beau comme poisson, mais regardons ce qu'ils font quand ils chassent. C'est des prédateurs qui sont très 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 efficaces. Désolé un peu le bruit de fond, mais vous allez voir un poisson lion en train de suivre un petit poisson plat, un rombou, qui n'aura pas beaucoup de chance devant ce prédateur. Malheureusement, le vidéo ne passe pas très bien, et vous allez voir qu'il va s'approcher, et là, elle va avaler d'un mouvement brusque. Donc, aucune chance pour le petit poisson. Une autre vidéo, scène très commune en ce moment, les girelles paons qui se baladent en groupe, les mâles avec ces belles couleurs, qui attaquent les œufs des castagnols, les œufs que les castagnols attachent sur le rocher. Donc, les pauvres castagnols essayent de se défendre, mais vous voyez sur la droite en haut un poisson-lion qui s'approche et qui espère trouver sa proie dans ce chaos, là un peu au ralenti. Il attend qu'il y ait un poisson qui s'en approche, et boum, il l'attrape. Ils peuvent avaler à peu près un poisson qui est 2/3 de leur taille, mais bien chanceuse cette girelle qui s'est barrée, parce que malheureusement le poisson ne l'a pas eu dans l'axe. Il n'aurait pas de chance. Mais regardez ce qu'on trouve dans les estomacs, comment on suit ce qui se passe dans notre aire marine protégée, et qu'on attrape beaucoup de ces poissons lions maintenant. On voudrait que ce soit une source de revenus pour les poissons. Donc on leur achète ces poissons-là, on fait nettoyer et on étudie le contenu de chaque estomac. Regardez, ça fait mal au cœur de voir 8 bébés cigales dans l'estomac d'un seul poisson-lion qui fait pas 16 cm avec la tête. Et tout ça, des petits poissons, tout ce que vous voyez ici, c'est ça devrait être des poissons de roche, des crabes, des crevettes, des langoustes, tout ce que vous voyez, des petits poissons, des moules, des bivalves, des coquilles, tout y passe. Même leurs bébés à eux. Tout y va. Malheureusement, et nous, on se venge. Et avant de se venger, on espère bien qu'il y ait d'autres poissons locaux qui vont bien les manger. Donc, quand on les attrape, on essaye d'habituer les poissons locaux à les manger, mais on dit qu'il ne faut pas leur donner à manger directement. Mais regarde ce mérou qui se balade, qui va finir par voir qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, qui devrait être mangeable.
Et là, derrière ce rocher, là, ici, le poisson-lion qui voit, et hop, il se cache, mais il dit, là, ça doit être quelque chose de comestible. Il réfléchit un peu et il se dit, bon, j'y vais. Il l'attaque, mais je ne le vois pas dans sa bouche. Donc, il a sûrement eu quelques épines, mais on voit bien que les mérous essayent de manger le poisson-lion. Et nous, par contre, on y est en plein dedans. Donc, on achète, on fait du fish and chips avec le poisson-lion et frites, qui est l'élément favori de notre petit café, du menu de notre petit café Dragoman Barce. Et quand vous passerez, vous allez le déguster, je suis sûr. Moi, j'adore. Voilà. Par contre, je veux dire, en revanche, notre favori, c'est celui-là, ce petit poisson qui fait 5-6 cm, qui vient de très loin aussi. Et on passe des plongées entières à essayer de le trouver parce qu'il est très beau, avec ses lèvres rouges. C'est le dragonnet de Seychelles qu'on cherche un peu partout et qu'on trouve. Et que dès qu'on le trouve, on essaye bien sûr d'y amener les amateurs de photos sous-marines. Voilà une femelle qui a montré toute cette beauté, toute sa beauté quand il y avait un autre poisson qui lui passait dessus. Et là, c'est un mâle qui frémit sa nageoire dorsale pour impressionner une femelle. J'avais la chance d'être là quand il avait ça. Et ça, mes amis, c'est la première photo de ce poisson vivant en Méditerranée. En 2014, on avait vu des photos, mais c'était des poissons sortis des filets. On savait qu'il était là, mais on a eu la chance de faire la première photo d'un animal vivant. Voilà notre mascotte que j'espère bien vous montrer. Voilà un petit aperçu de ce qu'il fait. Il essaye d'avaler un peu de sable et de digérer ce qu'il y a dedans et de rejeter ce qu'il ne mange pas. Trop beau, trop beau. Voilà, petite vidéo pour vous changer les idées. Finalement, quelques espèces qui sont là depuis 3 ans. Ces apagos en 9 lignes maintenant sont en masse un peu partout, heureusement d'ailleurs. C'est pour les poissons-lions qui viennent, je suppose, mais on n'en trouve pas encore dans les estomacs des poissons-lions parce qu'ils sont très adroits et ils se cachent dans les épines de l'oursin diadème et se protègent. Comme ça, ils restent en masse derrière les épines de l'oursin et les mâles ont le devoir de garder, comme tous les apagons, de garder les œufs dans leur bouche sous l'œil vigilant de la femme. Et bien sûr, les poissons locaux apprennent ces tactiques de protection des prédateurs. Donc ça, c'est les bébés des castagnols qui sont bleus vifs comme ça, qui se cachent dans les épines des oursins diadèmes. C'est ce qu'on appelle une microévolution. Les poissons locaux apprennent des visiteurs. Un autre poisson qui est massivement présent dans la région, le capucin ligne noire, c'est un barbet qui est partout sur les rochers, sur le sable, dans l'herbier, et qui repousse un peu notre barbet à nous qui vit dans l'herbier. Mais le secret de sa réussite doit être ces vieux poissons, ces gros poissons qui protègent tout un troupeau de petits. Donc la protection est assurée jusqu'à un certain âge et donc ils sont omniprésents. Et voilà ce que font les mâles pour garder leur territoire. Je pense qu'ils ne s'embrassent pas entre mâles, ils sont en train d'essayer de se casser les dents ou la moustache qui doit être ce qui attire les femelles. Voilà. Et tout ça, donc un peu de tout, des lièvres de mer, des crabes, des doris, des flabellines, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des herbes, des calamars, des anémones, des méduses, le méduse qui nage à l'envers, des holoturies, encore une lièvre de mer, des crabes, un peu de tout ça qui vient de mer Rouge. Donc tout ça est à découvrir dans la région. Et il y en a d'autres qui arrivent.
bientôt. Donc, je sais déjà qu'on a vu, que des plongeurs ont vu le perroquet bleu qui est là et que je n'ai pas encore eu la chance de photographier. À la semaine prochaine, j'espère bien, quand je serai de retour à Cache. Mais dans les villes qui sont un peu plus à l'est, à Antioche, à Adana, à Mersin, etc., on voit le poisson-chat et tous ces poissons-là qui sont déjà présents. Donc tout ça, bientôt à voir à Cache. Donc plein de choses à voir dans la région, pas que de la plongée. C'est la fin de mon webinaire. J'espère que je n'ai pas dépassé les 45 minutes que j'ai promis. Et pour ceux qui étaient là jusqu'à la fin, un petit cadeau pour vous. À votre arrivée à Cache ou au salon de la plongée, je vous ferai cadeau de mes 2 livres, si vous ne les avez pas déjà. Celui sur ces espèces lessepsiennes que j'ai publié il y a 5 ans et celui dont j'ai fait la 3e édition en 5 langues, le guide de plongée de Cache avec les cartes de tous les sites, plus de 300 espèces répertoriées. Et voilà, donc je pense que beaucoup d'activités et de belles plongées vous attendent à Cache. Merci de m'avoir suivi et j'espère à très bien à Cache et au salon de la plongée.